Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta sessió, ara sí, de cloenda d'aquest llarg cicle de retrospectiva sobre la història de la Unió Soviètica i de la Rússia contemporània, arrencant des d'aquesta data tan emblemàtica que és l'octubre de 1917. I aleshores, com que nosaltres sempre fem les coses una mica particulars, doncs en lloc de començar pel principi, hem començat pel final i hem acabat al principi amb la projecció d'octubre. Ja sé que hi ha uns quants trànsfugues que heu vingut de l'altra sala per veure aquesta cloenda tan especial i tan oportuna, que de fet ens va aparèixer durant el procés de programació d'aquest cicle, perquè és una pel·lícula molt recent, l'Utopie des Images, i a més tenim la sort i l'oportunitat de comptar amb dos dels seus responsables, el director de la pel·lícula, Emmanuel Hamon, i Natasha Laurent, que és una vella coneguda d'aquesta casa perquè va ser durant uns quants anys la directora de la Cinémathèque de Toulouse, que és un dels grans centres de referència del cinema soviètic a l'Europa occidental, i a més, com a professora d'història i d'història del cinema, és autora de dos llibres essencials sobre el cinema soviètic, sobre la censura de Stalin i sobre la relació del cinema soviètic amb la qüestió jueva, i que en aquest cas l'Utopie des Images ha intervingut com a assessora històrica. Per tant, tenim el director de la pel·lícula, director de molts altres documentals de divers gènere, sobre Irlanda, sobre Sarajevo, sobre escriptors, etc., i que en aquest cas ha pres la realització d'aquest documental de muntatge amb imatges del cinema soviètic, assessorat pels consells de Natasha Laurent. Per tant, jo els passo ara la paraula per fer una presentació i després hi ha oportunitat de fer col·loqui a l'acabar. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais pas parler beaucoup avant le film, parce que voilà, j'espère qu'il va vous surprendre. Et que, ce que je peux juste dire, c'est, sans trop vous dévoiler le film, que c'est... Moi, j'ai été émerveillé dans une cinémathèque il y a 25 ans par des images de films de Boris Barnett, qui est dans ce film. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce film-là, qui est un film où moi je n'ai tourné aucune image, ce qui m'est jamais arrivé, c'est essayer de rendre les réalisateurs, les acteurs, tous les protagonistes principaux de ce moment incroyable de liberté artistique et politique, ces 10 années là, d'utopie des images justement, de rendre ça le plus vivant possible. Alors avec les armes que j'avais, qui étaient de recréer leurs paroles, d'essayer de rendre le plus présent, au présent de ce moment-là, quelque chose qui s'est passé il y a un siècle, en rendant ces personnages tels qu'ils étaient à ce moment-là, c'est-à-dire des jeunes gens de 25 ans pour la plupart, qui faisaient leur premier pas dans le cinéma avec une énergie formidable et incroyable, qui a donné ces images incroyables et un certain nombre de chefs-d'œuvre. Bé, no parlaré massa abans de la projecció de la pel·lícula i vull que us sorprengueu amb les seves imatges, però sí que sense desvetllar massa cosa el que diré és que tot això va començar fa 25 anys, quan en una cinemateca vaig veure les pel·lícules de Boris Barnett, que també el retrobareu dintre d'aquesta pel·lícula, i que em va meravellar. De fet, aquesta és la primera i única pel·lícula que he fet sense rodar cap imatge, perquè el que faig és deixar el protagonisme amb el més viu possible d'aquests testimonis d'aquest període durant 10 anys, després dels anys immediats a la Revolució Soviètica, per recrear les seves paraules un segle després i retrobar-se amb el que eren en aquell moment, és a dir, uns joves de 25 anys, plens d'il·lusió, plens d'entusiasme, plens d'una energia increïble, que és el que intento reflectir. Voilà, ça a vraiment été l'objectif de ce film. Tous les gens qui ont participé, y compris Natasha, de faire que ce film soit extrêmement vivant et même assez moderne et plein de résonance. Pas du tout un espèce de film enterré d'il y a une centaine d'années avec des gens qui auraient complètement plus rien à voir, avec plein de problèmes qu'on peut encore rencontrer au-delà du problème de la révolution russe et de cette révolution artistique d'il y a un siècle.
Bé, doncs l'objectiu dels que vam fer la pel·lícula, inclosa la Natasha, és fer una pel·lícula viu i moderna, no una cosa fossilitzada fa 100 anys, sinó una pel·lícula amb la qual s'hi puguin retrobar problemes contemporanis. Moi, je voudrais d'abord remercier Esteve Riambao et puis Octavie Martí pour cette invitation, parce que c'est toujours un très grand plaisir de venir à Barcelone et de retrouver cette formidable cinémathèque qui est la Filmoteca de Catalunya. Quand je dirigeais la cinémathèque de Toulouse, ça avait été l'une des premières rencontres extrêmement importantes, et ça a toujours été pour nous à Toulouse une cinémathèque sœur, donc c'est toujours très très agréable de revenir ici, et qui plus est avec le cinéma soviétique, et qui plus est avec l'utopie des images. Donc moi je n'ai été que conseillère historique, j'ai adoré faire ce travail. On a travaillé un peu plus de 2 ans avec Emmanuel, avec Thomas Chesson, le scénariste, et avec Sophie Goupil, la productrice. Et bien sûr, leur travail porte sur mon objet scientifique, sur mon objet d'historienne, donc j'étais très intéressée. Mais j'ai dit oui parce que je trouve que, vous allez le voir, leur point de vue et leur écriture cinématographique est profondément originale et, de mon point de vue, est très juste sur le plan historique. C'est-à-dire qu'on en reparlera après, mais leur point de vue, qui est très spécifique, qui n'est pas du tout commun, je trouve, est quelque chose qui permet une entrée vivante et en même temps juste dans l'histoire de ce cinéma. Bé, doncs vol agrair l'Octavi i a mi. Sempre és un plaer tornar a Barcelona i amb aquesta filmoteca que és, des del principi ens vam entendre molt bé entre Toulouse i Barcelona, i de fet vam ser i seguim sent cinemateques germanes. Ara torno amb aquesta pel·lícula i amb el paper específic d'assessora o consellera històrica. Vaig estar treballant durant 2 anys amb el guionista i amb la productora, Sophie Goupil, i el que vull destacar és que el meu paper ha estat el d'historiadora i d'assessora davant d'un punt de vista i una escriptura de la pel·lícula que correspon al director absolutament original. Però, en qualsevol cas, tots compartíem el mateix objectiu de que la pel·lícula no només fos una pel·lícula d'història del cinema, sinó una pel·lícula plena de vida. Anem a veure la pel·lícula i després tornem a ser aquí. De question. Non, peut-être que je dirais quelque chose. Jo no l'havia vist sencera abans, havia vist fragments. Coneixia moltes de les pel·lícules, però realment la... Vous comprenez? Vous comprenez pas beaucoup. La primera impressió és tornar a veure aquests films amb aquesta qualitat d'imatges, que realment és com una revelació. Fa pocs dies vam preestrenar aquí Lumière, la pel·lícula sobre els germans de Thierry Frémaux, i és la mateixa sensació de pel·lícules que tornen a néixer amb la seva qualitat original i tornen a la vida, que deixen de ser material d'arxiu per ser material viu, que c'est un peu ce que vous disiez. L'objectif du film, c'est de rendre la vie. Però al mateix temps, per mi no deixa de ser una pel·lícula molt nostàlgica. Molt nostàlgica, très nostalgique, parce que c'est un peu l'histoire d'un échec, d'une époque dorée et qui est finie, mal finie, tragiquement finie. Ouais, en fait, même plus que cette époque-là, je pense que c'est très rare, en fait, dans l'histoire du cinéma, pour même pas prendre l'histoire des arts, d'avoir un moment comme ça où on laisse les créateurs complètement sans entrave du pouvoir, quoi. Et quand là on parle évidemment du pouvoir soviétique et stalinien à un moment, mais on pourrait parler, évidemment c'est moins grave, mais du pouvoir économique parfois, du pouvoir capitaliste sur les créateurs. Et en tout cas, il y a peu de moments dans l'histoire du cinéma, je crois, où il y a eu ça. Il y a, pour des Français, on pourrait dire un peu la nouvelle vague. Peut-être une part du cinéma américain dans les années 70, avant l'arrivée des majors et tout ça, mais finalement c'est très rare. Donc
on est aussi nostalgique de ça. No, diu que està d'acord amb el terme nostàlgic perquè són episodis molt excepcionals a la història del cinema, episodis on els creadors tenen aquesta força, aquesta independència al marge de poders, en aquest cas el poder estalinista, però també podien ser poders econòmics i estaríem parlant de períodes similars amb la Nouvelle Vague francesa o amb el cinema nord-americà dels anys 70, que també van ser aquesta mena de parèntesis. Muy bien. En même temps, je crois que c'est un film un peu nostalgique. Nostalgique sur quelque chose qui était merveilleux, qui était un paradis de la création. Comme toutes les utopies. Et oui, c'est ça. En même temps, moi, ce qui me semble important, Emmanuel, là, c'est que je crois que cette nostalgie dont tu parles, STV, elle vient aussi du fait que le film raconte et met en scène l'espérance et la foi dans cette idéologie communiste et l'adhésion à l'idéologie. Ils croyaient tous, ils y croyaient vraiment. Et ça, c'est une dimension très importante, parce que comme nous, on sait ce qui s'est passé après, on sait ce qui s'est passé avec Staline, ce qui s'est passé ensuite avec Khrouchtchev, Brezhnev, etc. Et la disparition de l'Union soviétique, on a tendance à oublier que pendant ces années 20, ça a été vraiment des années d'euphorie, où il y avait quand même un contrôle, mais le contrôle n'était pas vécu comme un contrôle, puisqu'on croyait à cette utopie et qu'on faisait tout pour que ce monde arrive. Sí, que tornant al tema de la nostàlgia, que comprèn el terme, l'adjectiu, perquè la pel·lícula explica i posa en escena un període d'esperança, de gent que realment hi creia en aquesta ideologia bolxevic. El que passa és que això és el que ells van viure i el que nosaltres sabem ara és com acaba el control que hi va haver-hi, que després va haver-hi Stalin, va haver-hi la caiguda del comunisme, és a dir, sabem la continuació, no? Però no oblidem que en tot moment que aquesta gent jove en aquest moment brillant, doncs creien en allò que feien. Preguntes, comentaris, impressions? Sí. Hola, felicidades por la película. ¿Y cómo nació este proyecto? ¿Por qué hacer esta película? ¿Por qué mirar hacia atrás para entender el presente? Félicitations, mais la question c'est comment est le projet, pourquoi faire ce film, pourquoi regarder le passé pour revenir au présent. Alors le projet est venu de la productrice qui voulait faire qui pensait qui m'a dit un jour, est-ce que ça t'intéresserait de faire un film sur la Révolution et le cinéma. Et puis évidemment c'est très vaste. Et après moi ce qui m'a vraiment passionné, c'est ce que je vous ai un peu raconté tout à l'heure, ce que vous avez remarqué et ce que Natacha a raconté, c'est-à-dire c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs quand je fais des films sur l'histoire, c'est-à-dire que ce ne soit pas des films enfermés dans le passé, mais qu'on y voit une résonance éventuellement sur aujourd'hui, sur le présent, et surtout on en tire des leçons, et que donc les personnages qui racontent l'histoire, qui sont les protagonistes de cette histoire, soient vraiment vivants, et qu'on ne se dise pas, alors on sait comment tout ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Alors, ça peut être nostalgique, mais en tout cas il faut être en direct avec ces personnages. D'où le choix des voix des comédiens qui étaient des jeunes comédiens, qui avaient l'âge des personnages, comme par exemple Eisenstein. Il était hors de question que Eisenstein ait la voix d'un espèce de mythe, mais la voix d'un comédien qui a 25 ans et qui était très énergique. El projecte, de fet, va néixer de la productora, i afegeixo que la productora és Sophie Goupil, que és la filla de Romain Goupil, que és un altre cineasta important, i que el que li van encarregar és una pel·lícula sobre la revolució i el cinema. Però era un tema massa ampli, per això el va acotar el cas de la Unió Soviètica. Com altres films que he fet sobre la història, és una pel·lícula sobre el passat, però que jo vull portar cap al present a través de les seves ressonàncies. I per això torno a dir que el que volia és que els protagonistes fossin personatges vius, personatges identificats amb aquesta actriu que té l'edat o que viu en present la joventut d'aquell moment, o personatges com Ace Stendos, que també té una veu pròpia.
le choix de film, Natacha? Parce qu'il y a c'est pas moi qui ai choisi. C'est pas moi. Des centaines de films à choisir. Oui, alors c'est pas moi qui ai choisi. Moi, j'ai pas choisi. Moi, j'ai proposé. Voilà, je pense que si je dois résumer mon rôle, c'est plutôt ça. Alors, pour proposer, c'est des milliers de films, pas des centaines. Oui, alors en même temps, ils avaient déjà une idée très précise de ce qu'ils voulaient, et vous avez vu... une centaine de films, ouais, en fait. Il y a une centaine de films qui existent vraiment encore de cette époque. Et là, dans le film, il y en a 54. Et en même temps, vous vous êtes concentré sur la fiction. Ça, c'était un point de départ de l'écriture. Mais ça, c'était un point d'écriture très important. C'était vraiment, ils entraient dans ce cinéma par la fiction, parce que justement, ils racontaient une utopie. Et que c'était ça l'idée de base. C'était la fiction, qui se bat contre la réalité tout le temps. Voilà, donc moi, j'ai proposé... on a eu par exemple une discussion que moi j'ai trouvée passionnante et un choix que vous avez fait avec Thomas, Emmanuel, qui était très important, c'était le choix de la narratrice. Ouais. Le choix de cette femme, parce que dès le départ, je me souviens très bien, dès le départ, Emmanuel, tu m'as dit, je veux qu'il y ait une femme parmi les voix soviétiques qu'on va entendre. Et ça a commencé à être un casse-tête, parce que trouver une femme, alors j'avais proposé une cinéaste que je trouvais formidable, ils ont adoré le film et on n'a pas trouvé assez d'informations pour en faire un personnage. Donc après, c'est eux qui ont organisé... voilà, ça s'est souvent passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait des propositions et puis parfois c'était des bonnes pistes, parfois c'était pas des bonnes pistes. Et on repartait autrement. Mais j'ai pas du tout choisi les films. Moi, j'ai pas du tout choisi. Natasha diu que no va ser ella la que va escollir les pel·lícules, sinó que simplement les va proposar. Va donar idees que després l'equip de realització i de guió doncs van prendre les decisions. El material de partida, tanmateix, són unes 100 pel·lícules que sobreviuen d'aquella època. Recordem el tema de les cinemateques i de la supervivència de materials. No hi és tot, hi ha una part, una proporció. En aquest cas, el material de partida eren 100 pel·lícules existents, de les quals, dintre de la pel·lícula, se n'han utilitzat 54 exactament. Després hi havia una altra elecció que era la ficció, és a dir, la ficció sobre el documental. Llevat de Dziga Vertov, tots els altres cineastes que apareixen són cineastes de pel·lícules de ficció, perquè justament el que volien era subratllar aquesta idea de l'utopia davant de la realitat. Una altra elecció a fer i una altra proposta de Natasha Roland era el paper de la narradora. Manuel diu que havia de ser una dona enmig de tota aquesta massa d'homes i aleshores la primera proposta va ser una cineasta, però no hi havia prou informació i prou documentació a partir d'ella per crear-ne un personatge. I així és com es va escollir aquesta actriu. Per tant, el treball d'assessoria històrica va ser més de proposicions i de donar pistes, que després algunes d'elles van ser acceptades, recollides, altres rebutjades i altres impossibles de portar a terme. C'était qui la cinéaste? Olga Preobrazhenskaya. Voilà, c'est le village du péché. Okay, voilà. La pregunta era qui era la cinéasta, l'autora del poble del pecat. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'actrice a véritablement existé. Il ne vous donne pas son nom, elle s'appelle Anna Stein, c'était effectivement une très grande actrice. Et ça, c'est leur choix, par contre. C'est vraiment le choix d'Emmanuel et de Thomas, mais c'est une actrice qui a vraiment existé. Et qui a grandi un peu avec... Et qui a grandi, qui est la figure, enfin qui est une des grandes figures parce que c'est un cinéma d'acteurs et d'actrices prodigieux. Enfin, je pense que ça, le film le montre très très bien. C'est que c'est des cinéastes, c'est des acteurs et des comédiens et des comédiennes absolument fabuleux. Et moi, je trouve que c'est un des atouts de ce film-là, c'est qu'on parle rarement de ça, y compris en Russie, alors que ça c'était un dialogue vraiment intéressant avec Emmanuel et Thomas, parce que c'est vraiment quelque chose qui les a vraiment frappés, et je trouve qu'ils ont vraiment très très bien restitué. Il y a vraiment un... Pardon, tu veux peut-être traduire? Oui, merci. L'actriu és una actriu real que va existir, contemporània de l'època, i que al mateix temps va anar creixent al llarg d'aquells anys, perquè el que és evident és que era un cinema basat en la força dels actors, i aleshores a partir de propostes com aquestes el que va haver-hi és un diàleg amb l'equip de guió i de realització. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du théâtre, de la troupe aussi. Enfin, ils circulent tous. D'abord, ils sont de la même génération. Ils sont très jeunes. Ils ont énormément une capacité et une énergie dévorante.
Et en même temps, ils passent chacun d'un film à l'autre, ils se connaissent tous. Enfin, il y a vraiment un truc de... C'est d'une bande, quoi, qui fait des films. Eren com una mena de trup d'equips, es coneixien tots entre ells i anaven passant contínuament d'una pel·lícula a l'altra i anaven trobant ara aquest amb aquest amb l'altre, etc. Era com una mena de banda que feien les pel·lícules. Dues preguntes. Una és, amb la tria de pel·lícules, potser hi ha una absència sorprenent, que són les pel·lícules del Cossicet Trauber, de la parella aquesta, que no hi hagi ni la Nova Babilònia o la... I l'altra és, la pel·lícula deu estrenar rebuda del públic rus, què n'hem pensat de que siguin uns francesos els que vinguin a explicar-los Des questions, pourquoi l'absence de Cossicet Trauber? Alors ça, c'est à Emmanuel et à Thomas. Moi, ça, je lui posais la question. On assume des choix. C'est un film qui fait 1h30. Il y a même une version télévisuelle qui fait 55 minutes. Donc il a fallu faire des choix. Même Vertov, qui est pour beaucoup considéré, et à juste titre, pour L'homme à la caméra et d'autres films, comme un personnage hyper important, et il réduit beaucoup là dans ce film. Donc il y a un moment, on a fait des choix, on avait même commencé le film avec des cinéastes d'avant, comme Protazanov ou des gens comme ça, et bon voilà, ça a disparu. Donc c'est des choix, comme tous les réalisateurs, et avec Thomas qui a écrit le texte, on fait des choix et on les assume. Je peux pas dire mieux. Bé, és ella el que assumeix la resposta, perquè evidentment vam tenir que fer una tria, no hi cabia tot. Heu vist la versió de 88 minuts, n'hi ha una altra de 55 per la televisió, i aleshores vam tenir que deixar coses fora i d'altres reduir-los obligatòriament, com és el cas de Vertov, que m'hauria agradat que fos més llarg. També en algun moment hi havia cineastes d'abans, d'anteriors, com Protazanov, però hem tingut que deixar fora una sèrie de coses per aquesta obligació de la tria. La deuxième question, c'était comment a été l'accueil du film en Russie quand vous vient de sortir. En fait, le film circule beaucoup. Il est allé à la Mostra de Venise, il est allé en Russie. Et la Russie, je pense que c'était peut-être à la base le pays où on voulait vraiment que le film sorte, c'est-à-dire que ça avait un vrai sens. Et ce que j'ai eu l'impression, Natacha était là aussi, et Natacha connaît mieux la Russie que moi, mais j'ai eu cette impression que j'avais eu moi en France, ou des choses comme ça, c'est-à-dire que tout à coup il y avait différentes générations qui venaient voir le film, et les gens, ça devenait un dialogue sur leur patrimoine, sur leur pays, et sur certaines choses qui s'étaient passées, que les parents n'avaient pas forcément racontées aux enfants, aux petits-enfants, et donc ça devient l'histoire de sa propre patrie, quoi, au-delà même du cinéma et de la culture. J'ai eu l'impression de ça. Ce qui est super. Bé, la pel·lícula ha circulat molt, i de fet és molt agradable estar aquí amb vostès presentant-la. Va estar a la Mostra de Venècia i efectivament també s'ha estrenat a Rússia. Natasha estava amb mi allà i vam assistir a diversos col·loquis i el públic assistia era de diverses generacions i llavors era molt interessant veure com s'establia una mena de diàleg al voltant del tema del ells mateixos, segons la generació a la qual pertanyien, tenien uns punts de vista diferents, el qual està molt bé. La musique du film, la musique. La musique, en fait, on a travaillé comme sur une de fiction, en fait. On a fait un casting de voix, de comédiens, pas de voix neutres, mais de voix qui jouaient vraiment les personnages. Et pour la musique, on n'avait pas le budget pour faire une musique originale, mais en fait j'ai travaillé à peu près avec cette idée-là, avec quelqu'un qui était un concepteur sonore, et on a récupéré plein de musiques d'enregistrement qui étaient libres de droit, de compositeurs de musique en fait de cette époque-là qui fonctionnaient. Il y a du Debussy, du Ravel, donc on ne pouvait pas Shostakovich, parce que Shostakovich est
et pas libre de droit, mais enfin c'est comme ça qu'on a travaillé. Et on a travaillé assez longtemps sur la musique. La banda sonora vam treballar com si fos una pel·lícula de ficció. De fet, per la veu dels narradors vam fer una mena de càsting perquè no fossin veus neutres, sinó que tinguessin un cert dramatisme. I per la música no teníem pressupost per composar una banda sonora original, i llavors vam anar a la discoteca a buscar músiques lliures de drets d'aquella època, i aleshores haureu sentit fragments de Debussy, de Ravel, i en canvi no de Shostakovich, perquè no està lliure de drets encara. Quan veieu les imatges, les pel·lícules que, per exemple, que la Natasha havia proposat, veient les imatges teníeu la sensació a vegades de descobrir realment un país del qual no en sabíeu res, que era un país totalment diferent. Ho dic perquè, per exemple, quan veus les imatges de la noia de la capsa de barrets, quan veus el Moscou que surt en aquella pel·lícula et quedes absolutament sorprès, perquè no reconeixes el Moscou actual, és una altra ciutat, no? Vull dir, les imatges us parlaven realment d'una altra època, d'un altre país. Com s'y treballa? Un pays différent qu'on ne connaissait pas, par exemple le Moscou qu'on voit dans la film de la... Dans la vendeuse de cigarettes? Oui, c'est ça. On ne reconnaît pas le Moscou contemporain. Alors, comment vous avez découvert cette autre époque à travers les images des films? Moi je réponds plus sur le... Vas-y, commence. Non, moi j'ai été très frappé quand j'ai vu les films, en dehors de la puissance cinématographique, de voir des films que je connaissais pas Arnett, Eisenstein, mais j'ai découvert plein d'autres films, que c'était très impressionnant parce qu'effectivement la représentation de la Russie de cette époque-là, évidemment, n'avait rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer à la base, qui est au mieux les films d'Eisenstein, et au pire, j'exagère un peu, mais Tintin chez les soviets, quoi. En fait, là, on voit juste, en l'occurrence à Moscou, je pense par exemple dans 3 dans un sous-sol, qui est un film que moi je considère quasiment comme un film qui pourrait être un film de la nouvelle vague, sur le rapport qu'a la femme avec les 2 hommes, et sur... Mais par exemple, c'est très 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 moderne. On voit des jeunes dans Moscou qui travaillent, qui vont au cinéma, qui vivent, quoi. Et très loin d'une idée d'image comme ça, de symbolique politique qui font la révolution. Donc ça, c'était assez formidable. C'était un vrai document aussi sur cette Russie-là. Bé, jo després de descobrir el cinema, perquè no havia vist totes les pel·lícules, un cop vistes les pel·lícules, després vaig entrar justament en aquesta qüestió del tema de la representació i un cop més la representació de Rússia que vaig veure en aquestes pel·lícules no tenia res a veure amb els clixés que jo em podia haver fet just en les pel·lícules d'Eisenstein que coneixia d'abans, o per caricaturitzar-ho encara més amb Tintín al país dels soviets. Per exemple, 3 en un sòtan, la pel·lícula de Rom, és una pel·lícula gairebé de la Nouvelle Vague, amb un triangle entre una dona i dos homes, i és una pel·lícula molt moderna i que parla sobre l'entorn del treball, l'entorn del cinema, i no sobre aquesta idea pesant de la revolució i del seu simbolisme. Va ser tota una descoberta. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que effectivement sur ces films de fiction, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils sont très très révélateurs d'une réalité soviétique que l'on a du mal en tant qu'historien à repérer ailleurs. C'est-à-dire que dans cette fiction, que ce soit les films de Barnett, mais que ce soit Aelita, 3 dans un sous-sol, il y a plein de films dans lesquels on raconte une histoire qui est vraiment une histoire ancrée dans une réalité soviétique, architecturale, urbaine, qui nous donne des informations extraordinaires. Donc la fiction des années 20 soviétiques est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour l'historien. Et ce que je pourrais peut-être ajouter aussi, c'est sur les archives, d'où viennent toutes ces images, parce que ça a été un travail passionnant aussi avec les archives russes. Quand on a commencé le projet, j'avais indiqué à l'équipe donc les cinémathèques occidentales dans lesquelles il y a des fonds soviétiques importants, c'est-à-dire la cinémathèque de Toulouse, la cinémathèque royale de Belgique à Bruxelles et la cinémathèque de Lausanne. L'Italie aussi.
Pardon ? Et l'Italie aussi un petit peu. Il n'y avait pas grand-chose en Italie. Il y avait ce qui est en DVD disponible, etc. Et puis à un moment, le projet prenant de l'ampleur, on s'est bien rendu compte qu'il fallait aller à Moscou. Et finalement, on a pratiquement tout fait à Moscou, tellement ça s'est bien passé. Avec les 3 principales archives. Donc le Gosfilmofond qui conserve les films de fiction, et exclusivement les films de fiction. Le Rgarkt qui est l'archive des films documentaires, qui est une archive extraordinaire, absolument d'une richesse absolument incroyable. Et c'est là qu'on a trouvé les plans sur Choumiatsky, que moi personnellement j'ai vu pour la première fois à l'écran, et je ne connaissais pas sa voix, cet homme d'ailleurs, il est tellement charismatique. Et puis la 3e archive, c'est Rgali, c'est-à-dire les archives des arts et de la littérature, où là on a fait un travail de recherche, plus de textes, d'informations et de photos. Je me souviens avoir fait des inventaires et des inventaires de photos, de tournage, parce qu'Emmanuel me disait je les veux en tournage. Donc on cherche en tournage ces cinéastes. Voilà. Bé, sobre el que estàvem parlant abans, aquestes ficcions són molt reveladores d'una determinada realitat i mostren una realitat que com a historiadora puc dir que no l'he vista a cap altre lloc, perquè són històries que queden anclades amb una determinada arquitectura, amb un determinat context urbà, i això proporciona una informació de primera mà sobre com era la Rússia o la Unió Soviètica d'aquell any. És un material preciós pels historiadors. I deixi'm afegir una informació sobre la procedència dels materials en els arxius. Primer vam començar a treballar amb els arxius occidentals, concretament les cinemateques de Toulouse, la Cinemateca Royal de Belgique a Brussel·les i la Cinemateca Suïssa a Lausanne. Però de seguida vam veure que calia anar a Moscou, on hi ha 3 arxius essencials. El Gosfilmofond, que és exclusivament per imatges de ficció, l'arxiu documental, que és on vam trobar les imatges de Choumiansky, que jo no havia vist mai anteriorment i que són essencials, i finalment l'arxiu de l'art i de la literatura, on vam trobar les fotografies i els textos dels cineastes. Il y a quand même je vais raconter un truc. On a fait un débat, parce que le film passe aussi à la télévision soviétique, donc à la télévision russe, pardon, dans la version un peu plus courte. Et donc il y a eu un débat, on a fait un débat avec un historien jeune et un historien un peu moins jeune à la télévision russe. Et cet historien qui, lui, par contre, avait dû grandir sous l'ère soviétique, avait une approche particulière, et à un moment il y a eu un débat que j'ai d'ailleurs approfondi avec lui sur Choumiatsky justement, et où il nous a expliqué que c'était bien dommage que Choumiatsky, qui a été fusillé finalement, n'ait pas pu vivre un peu plus longtemps, parce qu'il aurait été un très grand producteur à Hollywood. Et ça montrait bien qu'il y a quand même encore Sí, volia afegir una altra anècdota, que quan la pel·lícula es va passar a la televisió soviètica, perdó, russa, la versió curta, vam fer un debat amb historiadors, un de més jove i un de no tan jove, que tenia un punt de vista bastant particular sobre tota aquesta història, i justament va dir a propòsit de Choumiansky, que precisament va ser fusellat, que llàstima que Stalin el fusellés tant d'hora, perquè si hagués viscut uns quants anys més hauria estat un excel·lent productor de Hollywood. Alors moi je peux peut-être dire pourquoi j'ai tout de suite dit oui au projet, justement sur le point de vue qu'ils ont choisi et l'écriture qu'ils ont mis en place. Je l'ai trouvée juste parce que, enfin juste, en tous les cas, je la trouvais très intéressante et originale parce qu'elle n'était pas une lecture strictement idéologique et politique de ce cinéma, ce qu'on fait très souvent en France. Je ne sais pas comment on le fait en Catalogne, mais en France, on a un regard toujours extrêmement idéologique sur ce cinéma. Et là, j'ai trouvé que de partir des voix
et de ces personnes qui ont fait le cinéma soviétique et de finalement nous permettre d'entrer dans leur tête, dans leur mode de représentation et de vivre avec eux, de revivre avec eux ce moment de l'histoire incroyable où art et politique, où révolution artistique et révolution politique coïncident. Moi, c'est ça qui m'a fait dire oui, parce que je me suis dit, ça c'est vraiment un projet extrêmement intéressant et extrêmement original et vivant. Voilà, c'est ce que disait Emmanuel au début, pour moi c'était aussi important. Voldria explicar per què vaig dir que sí a la proposta de col·laborar en el projecte, en primer lloc perquè em semblava molt original, perquè no hi havia aquesta obsessió que tenim els francesos de llegir-ho tot des del punt de vista de llegir aquest cinema des del punt de vista polític i ideològic. En aquest cas hi havia unes veus i unes persones i l'estructura de la pel·lícula permetia entrar en el seu cap, en un món on coincideixen l'art amb la política des d'un punt de vista interessant i original. Petite curiosité, est-ce que tu as découvert des choses nouvelles depuis toutes tes recherches sur le cinéma soviétique, en concret sur ton livre sur la censure de Tu veux Staline? dire pendant le film? Pendant la preparació del film. La pregunta és, un dels seus llibres és sobre la censura de Stalin i pregunto si la recerca per aquest film li va portar alguna descoberta que no coneixia abans. Le moment, la grosse découverte pour moi, c'était Chouliatsky, que j'avais jamais vu et qui était au cœur de ma thèse. Je l'avais jamais vu, je l'avais jamais entendu. Donc quand on a trouvé ces images et que je l'ai entendu parler, évidemment, surtout qu'effectivement il a eu un destin, cet homme, comme Emmanuel l'a dit, il a été fusillé en 1938, ensuite il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui lui-même a été fusillé en 1939 et qui a laissé sa place à celui qui est devenu ensuite le grand ministre du cinéma de Staline. Donc, et c'est quelqu'un qui, je sais pourquoi on t'a dit à la télé soviétique que ça aurait été un grand producteur hollywoodien, Chouliatsky, parce qu'il avait rêvé de faire un Hollywood russe sur la mer Noire. Donc moi je crois que c'est surtout ça, que c'est surtout des documents, si tu veux, que j'ai découvert. Et puis je pense qu'aussi ce que Emmanuel et Thomas m'ont apporté aussi, c'est que j'ai vu d'un œil un peu nouveau, j'ai revu ces images d'un œil nouveau, j'ai revu leur extraordinaire puissance, leur extraordinaire inventivité que je finis par oublier. Voilà, je crois que c'est ça surtout que ça m'a apporté. Per mi la gran descoberta va ser Chouliatsky, el qual no havia vist ni sentit mai, i veure'l tan de prop doncs, realment és una gran novetat. Entens també tot el procés que va ser fusellat, després en va venir un altre que també el van fusellar l'any 1939, abans del gran ministre del cinema de Stalin. I també sé perquè aquell historiador de la televisió russa va dir allò de Hollywood, perquè realment Chouliatsky va tenir el projecte de fer una mena de Hollywood rus en les voreres del Mar Negre. I d'altra banda, des del punt de vista de les imatges, evidentment les havia vistes totes, però les vaig tornar a veure amb una mirada nova i amb una potència que havia oblidat. Je voudrais demander aussi sur le procès de numérisation du matériel, parce que j'imagine qu'il y a eu un travail sur les matériaux d'archives originales, ou est-ce que les Russes ont déjà numérisé tout cela? Non, ils avaient numérisé pas mal de choses, mais pas tout. On leur a demandé de numériser un certain nombre de choses, qu'ils ont fait plutôt... Voilà, les Français sont comme tous les pays, c'est-à-dire ils ont l'impression que si c'est pas eux qui le font, mais comme les Américains, ça va pas être bien fait, alors que en fait ça s'est plutôt vraiment bien passé, dans des délais assez normaux, etc. Et puis après, moi j'ai fait un travail à Paris avec un étalonneur, donc quelqu'un qui étalonne l'image mais des films de fiction aussi, et on a vraiment retravaillé, moi en fait, sur chaque film, mais pour donner une unité générale à ce film-là, quoi. Sí, els russos tenen bastantes coses digitalitzades, però no tot, i es va tenir que fer una segona ronda de digitalitzacions, i els francesos, com els americans, són aquells que creuen que si no ho fan ells no estarà bé, però en aquest cas estava força bé, i després finalment amb tot aquest material a París amb un etalonador professional de pel·lícules de ficció vam retreballar-ho per donar-hi sobretot una unitat de la imatge.
et ce que ce film provoque sur les gens qui le voient, que ce soit des Italiens, des Américains, enfin j'ai vu des Américains aussi, c'est qu'ils ont juste envie de voir les films. Ils sont quand même absolument, comme personne ne connaît évidemment tous ces films, à part Natacha, et nous maintenant, c'est extrêmement impressionnant. Enfin, il y a des films vraiment, on se dit waouh. Sí, gent italians i americans que han vist la pel·lícula i que com tots nosaltres, menys la Natasha i ara nosaltres, que no hem vist totes les pel·lícules, queden absolutament impressionats davant d'aquestes imatges. Non, même avec des images qu'on connaît, revoir dans cet état d'image le film d'Einstein, l'escalier d'Odessa ou la scène du chevaux d'octobre, c'est un point de vue absolument différent. On n'a vu jamais ces images avec cette qualité. Et puis en plus, comme nous, enfin moi et la monteuse, on n'avait aucune humilité, on s'est permis de remonter les scènes, qui étaient déjà très très fortes, mais c'est vrai qu'on a sans doute donné aussi un rythme et tout. Mais moi, je sais pas, par exemple Barnett que j'ai revu, je trouve ça incroyable, quoi. Mais il y a une liberté incroyable. Une liberté, une troupe. Enfin, c'est vrai que par exemple la scène du baiser de la femme au carton à chapeau, c'est quand même un des plus beaux baisers d'histoire du cinéma. La fille est incroyable, ils ont une espèce de naturel, de poésie, c'est filmé. Enfin, de légèreté. C'est Lubitsch, quoi. C'est vraiment cette puissance-là. Bé, no, jo deia que tornar a veure inclús les pel·lícules o les escenes més conegudes, els Cavall d'Odessa o el Cavall d'Octubre, amb aquesta qualitat d'imatge, doncs realment et dona una perspectiva diferent. I ell afegeix, i a més algunes les hem remuntat amb la muntadora per donar-li un determinat ritme, però la pel·lícula de Barnett, per exemple, és d'una llibertat i d'una bellesa extraordinària, o el petó de la noia del paquet de cigarretes, doncs és gairebé com si fos una comèdia de Lubitsch. Los más viejos del lugar, recordareu que fa uns anys vam fer un cicle de comèdies soviètiques que es deia els... 2014. C'est ça. Le titre du cycle, c'était le... Rire au pays des bolcheviks. Le bolchevique rit aussi. Oui, c'est ça, le bolchevique rit aussi. I que la incitadora, si recordeu, doncs, també va ser Natasha a partir dels arxius de la Cinemateca de Toulouse i que ella va venir a presentar-ho, per tant, és una reincidente. C'est ça, je précise, absolument. Alguna cosa més? Ho sabem tot, ja. Oui, mais en même temps, ce qu'on peut peut-être dire pour conclure aussi, parce que je pense que c'était une idée importante, le fait qu'ils aient voulu que ce soit une femme qui soit la narratrice du film, accorder à la femme une place centrale dans le film, je reviens à ça, parce que dans les années 20, c'est historiquement extrêmement important ce qui se passe au niveau de la libération des femmes en Union soviétique. Ça a été un point extrêmement important de la politique des bolcheviks, qui a ensuite été complètement remise en cause par Staline et puis par la morale stalinienne, mais on oublie cette dimension-là. Et moi, c'est quelque chose, tu me demandais tout à l'heure, STV, qu'est-ce que j'avais découvert? J'ai redécouvert avec Emmanuel et Thomas, justement, c'est eux qui m'ont dit, mais les femmes sont extrêmement présentes dans ces films. Elles sont vraiment au centre de ces films-là, et finalement, les films nous disent qu'il faut absolument que ce soit une voix féminine, que ce soit une narratrice. Bé, voldria acabar dient una cosa que per mi és molt important, que és el fet que la narradora sigui una dona, i això no és casual, ni és un caprici meu, sinó que als anys 20, en aquella època, el paper de l'alliberament de la dona era extraordinàriament central i important. Després vindria la moral staliniana i ho engegaria tot en ordres, però en aquell moment era molt important. I tornant a la pregunta de què és el que he descobert fent la pel·lícula, i és un redescobriment compartit amb ells, és que les dones estaven molt presents en aquelles pel·lícules i per tant era essencial que això quedés reflectit amb el protagonisme de la narració femenina i d'aquesta actriu. Félicitations et longue vie au cinéma soviétique avant Staline. Moltes gràcies.